Bonjour et bienvenue sur la wiki radio de l'UEB dans le cadre de la carte blanche à l'ENS Cachan-Bretagne. Alors aujourd'hui nous avons choisi de vous ressortir une conférence donnée par Bernard Blouton dans le cadre de la journée de l'association des anciens élèves de l'ENS Cachan et sur le thème d'une électricité 100% renouvelable. Je vous salue tous et toutes. Puis je vais avoir le plaisir de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je tiens à préciser que quand Michel, qui m'a sollicité pour parler de ce sujet, c'était avant Fukushima. Et donc il n'y a aucun opportunisme dans ce choix de présentation, ni de la part de Michel, ni de moi, puisque moi ça fait bien on va dire, ça doit faire 12-13 ans que je fais des conférences sur ce sujet-là. Je ne les ai pas toujours intitulées de cette façon-là, parce qu'en France c'est considéré comme provocateur de parler de ce thème de 100% renouvelable auquel je crois sincèrement depuis très longtemps. Et je pense que le moment est venu de pousser un peu plus loin et de montrer que c'est vraiment possible. Alors comme je suis électricien et que je ne peux pas me permettre, je n'ai pas la légitimité d'aborder tous les sujets de l'énergie et je vous montrerai quelle est la place de l'électricité dans cette conférence, eh bien forcément je vais focaliser vers le problème de l'électricité qui est d'ailleurs la forme la plus emblématique de l'énergie. À tel point que si vous demandez dans la rue à quelqu'un qu'est-ce que c'est que l'énergie, il y a des grandes chances qu'il vous réponde l'électricité. Parce que c'est la forme qui est la plus familière et c'est le symbole aussi du développement humain, je pense, de l'accès à la santé, à la connaissance, à la culture, etc. Donc on peut souhaiter à toute l'humanité de pouvoir bénéficier d'électricité, d'une quantité d'électricité suffisante, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, puisqu'il y a encore une grande partie de la population humaine de cette planète qui n'y a pas accès du tout. Et les énergies renouvelables, d'ailleurs ça sera une de mes conclusions, sont la seule voie d'accès à toute la population planétaire à l'énergie électrique et autres d'ailleurs. Voilà, donc je commence. Donc l'énergie, c'est un concept assez difficile à expliquer, donc j'ai choisi de vous donner quelques mots-clés et puis de vous montrer des exemples et de se positionner dans l'univers pour comprendre ce qu'est l'énergie. On va redescendre assez rapidement sur Terre. Donc c'est un concept unifié pour décrire les transformations énergétiques, mais toutes sortes de transformations. À chaque fois que quelque chose se transforme, en fait, il y a de l'énergie qui est mise en jeu. Et c'est indispensable à la vie et aux activités humaines, et c'est ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui. Alors j'ai choisi de présenter quelques exemples, 3 exemples de cycles de vie qui vont nous être familiers et qui partent des étoiles, puisque dans l'univers, les sources d'énergie, si on peut employer l'énergie ne fait que se transformer. Mais quand on observe, on y voit des sources, et ces sources d'énergie, elles viennent de matières qui fusionnent, au sens nucléaire du terme, c'est de l'hydrogène dans les étoiles. Ça dégage des quantités de chaleur absolument énormes. C'est rayonné par rayonnement électromagnétique dans l'univers. Et il y a des planètes, comme la Terre, qui interceptent une infime partie de cette énergie rayonnée, fusionnée dans les étoiles. Donc si je regarde le cas de notre petite planète, eh bien l'un des cycles d'énergie peut-être les plus significatifs et les plus importants, c'est le cycle de l'eau. En fait, il y a de l'eau sur cette planète et l'eau se transforme sous l'effet de la chaleur dans ces 3 états d'ailleurs, gaz, liquide et puis solide. C'est d'ailleurs ce qui fait que la température de la planète est au voisinage de la température entre 0 et 100 degrés finalement, avec des endroits où elle a réussi à changer d'état quand même, il fait plus froid. Ce phénomène-là, l'eau joue un rôle majeur là-dedans. Et donc on va aux activités humaines, quand l'eau s'écoule par exemple dans des rivières, dans des fleuves, eh bien on peut l'intercepter par exemple avec une roue à eau, qui est un bon symbole de la transformation en énergie mécanique, pour ensuite faire quelque chose. Moudre des céréales, entraîner une génératrice électrique qui va faire de l'électricité ou toute autre chose. Et au bout du compte, toute cette transformation d'énergie n'a fait qu'une chose, c'est produire de la chaleur. Quel que soit ce que vous avez fait de l'énergie dans toute cette transformation, vous avez fait de la chaleur et avec une température de plus en plus basse. Et cette chaleur retourne dans l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Donc toute cette transformation, elle est venue de l'espace et elle y retourne. Et la Terre conserve un équilibre thermique sur lequel je ne vais pas m'étendre à travers l'effet de serre. Si je prends le cas de la vie, la vie va utiliser l'énergie solaire, le rayonnement électromagnétique du Soleil, pour synthétiser des molécules organiques avec du carbone. Et puis si je me positionne encore en tant qu'humain utilisateur de tout ça, je vais voir ça comme de la biomasse. Et cette biomasse, je peux par exemple la brûler pour faire un bon feu de bois qui, là aussi, va faire de la chaleur, finalement basse température, qui va repartir dans l'espace. Et puis dernier exemple,
plus technologique, c'est l'interception par un générateur photovoltaïque. Donc là, on va faire directement de l'électricité, on va transformer une partie du rayonnement électromagnétique en électricité, dont on va faire un usage quelconque. Par exemple, alimenter une ampoule, c'est le symbole de l'utilisation d'énergie électrique aussi le plus emblématique, faire de la lumière. Et donc là, j'ai pris le soin de mettre une ampoule basse consommation pour faire des bons usages de l'électricité. Et puis cette lumière eh bien, va se propager et en fait encore faire de la chaleur basse température qui va repartir dans l'univers. Voilà. Quelques unités physiques. Je vais passer très vite pour qu'on... Je ne vous demande pas de retenir tout ce que je vais raconter là, mais pour que vous vous disiez, je peux retourner voir les équivalences pour comprendre ce qu'il m'a raconté, parce que c'est Alors l'unité internationale, c'est le joule. Donc ça, peut-être que vous le savez tous, mais on ne va pas utiliser le joule parce que c'est trop petit pour les chiffres qu'on va traiter. On va parler plutôt de térawattheure et de tonnes équivalent pétrole ou de millions mégatep ou encore de milliards gigatep. Et voilà, toutes les équivalences sont là, donc vous y reviendrez si vous avez envie de bien comprendre les chiffres. Donc je vais vous inonder pas mal de chiffres, j'ai du mal à m'en empêcher, donc vous m'en excuserez pour ceux auxquels ça donne des maux de tête. Alors, première chose, j'ai envie qu'on comprenne bien les notions d'énergie primaire, d'énergie finale, qui d'ailleurs avaient fait l'objet de pas mal de discussions autour du dernier débat de la présidentielle de 2007. Vous vous souvenez de Sarkozy et Royal qui se chamaillaient sur les chiffres de l'énergie en France. Ils avaient raison et tort tous les deux, parce que je pense qu'ils ne comprenaient pas bien, à mon avis, et ça ne me gêne pas d'ailleurs qu'ils ne l'aient pas bien compris, c'est pas forcément très grave, ce que c'est que l'énergie primaire et ce que c'est que l'énergie finale. Alors l'énergie primaire, moi je vais vous donner ma définition, c'est de l'énergie qui vient de ressources naturelles dont on dispose sur la Terre. Il y a deux familles de ressources naturelles, des ressources non renouvelables et des ressources renouvelables. Les non renouvelables, c'est des ressources fossiles et fissiles. Les fossiles, c'est le gaz, les différents types de gaz, charbon, pétrole, dans toutes leurs variantes. Et les fissiles, c'est l'uranium ou le thorium qu'on n'exploite pas, qui sont des matières fissiles, dont on peut casser les noyaux pour dégager de l'énergie avec la fission nucléaire. Donc tout ça, c'est pas renouvelable, parce que quand on les a transformés pour produire de l'énergie pour nos usages, eh bien on ne peut plus les récupérer, c'est plus réutilisable. Alors le renouvellement des fossiles, on pourra attendre 200-300 millions d'années, ça doit arriver à se renouveler, mais ça ne nous convient pas trop, c'est un peu long. Vous connaissez l'histoire humaine, on n'est pas prêt à attendre des centaines de millions d'années. Donc tout ça, c'est consommé de façon irrémédiable et c'est perdu. Et en plus, ça fait des pollutions, on y reviendra. Alors que les renouvelables, bien, c'est des cycles de transformation continue. Alors là, l'échelle de temps, c'est plutôt des milliards d'années, donc on peut être inquiet du jour où le soleil va s'éteindre. J'avoue que ça ne m'inquiète pas beaucoup. Je pense qu'il y aura longtemps qu'il n'y aura plus un être humain sur la Terre. Ça, c'est l'énergie primaire, donc ces ressources naturelles, et puis on va les transformer en énergie finale. Ça, c'est l'autre forme d'énergie dont on parle commercialement, qui est une énergie commercialisée. C'est celle que vous pouvez acheter. Quand vous achetez de l'essence dans une station-service, c'est de l'énergie finale. Elle est raffinée, on a transformé du pétrole brut en essence. Quand vous achetez de l'électricité au compteur, c'est également de l'énergie finale. Donc toutes les formes d'énergie commercialisée, ça s'appelle énergie finale. Et entre les deux, il y a eu des transformations qui ont gaspillé de l'énergie, qui ont pollué, etc. Donc il faut bien voir que l'énergie primaire, c'est ce qu'on consomme dans la nature, et l'énergie finale, c'est ce qu'on commercial, c'est ce qui est utilisé réellement, en fait. Et en France, on utilise pas mal d'électricité nucléaire, et on la produit avec un mauvais rendement. Ce qui fait que ça gonfle la part des chiffres en énergie primaire du nucléaire. Puisque forcément, à la limite, si on produisait avec un rendement encore 2 fois plus faible, pour simplifier, la part du nucléaire en énergie primaire serait encore 2 fois plus élevée. Et pourtant, ça ne changerait rien du tout au bilan final, puisque ce qui compte, c'est l'énergie finale, vous l'avez compris. Donc, alors voici les chiffres. Donc, les renouvelables finalement en ressources naturelles, c'est seulement 13% pour satisfaire nos besoins énergétiques, donc c'est faible. Et puis en énergie finale, voici le mix énergétique. Vous voyez que l'électricité ne représente que 17% des usages finaux. En France, c'est 22%. Pour donner, Donc l'électricité, déjà, en fait, c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer souvent.
Le rendement global de conversion, c'est 69%. Autrement dit, je perds 31% dans les transformations pour commercialiser cette énergie. Quand je fais d'électricité, donc ça c'était en 2008, on en a produit 20 000 TWh et on a consommé, vous voyez, 20 000 par rapport à 142 000, on a consommé pratiquement 40% des ressources primaires consommées pour faire ces 20 000 TWh d'électricité. Et ensuite, ces 20 000 TWh, il faut les emmener chez les clients, il faut les acheminer par des réseaux, etc. Donc il y a des pertes. Et quand on regarde, ce qui est vendu en énergie finale, c'est plus que 16 800. Il y a eu 17% de pertes dans l'ensemble des réseaux au niveau mondial. Voilà, donc ça relativise la part de l'électricité. Puis tout à l'heure, je parlerai de la façon dont on produit l'électricité. Donc tout de suite, pour garder ce chiffre, puisqu'on parle quand même beaucoup de nucléaire, je ne veux pas polémiquer, mais l'électricité nucléaire au niveau mondial, c'est 13% d'électricité. 13,5% si on chipote. Sachant qu'on a 17% d'électricité en énergie finale, si Shell produit des deux, ça veut dire que le nucléaire ne contribue qu'à 2,3% de l'énergie finale au niveau mondial. Autrement dit, ce n'est pas grand-chose. Et au niveau français, c'est 15%. Le nucléaire ne contribue qu'à hauteur de 15% à tous les besoins énergétiques des Français. Alors, le développement de l'humanité, je pense qu'il faut se placer un peu dans le temps pour bien comprendre et pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes. C'est qu'on est très nombreux, on est nombreux et nos activités augmentent en intensité. Ce n'est pas seulement vrai pour l'énergie, c'est vrai pour la nourriture, pour l'eau en particulier. Et donc c'est ça qui nous amène à rencontrer les limites de notre environnement. Alors voilà un petit graphique, donc je suis assez fier, c'est ma création. Donc je l'ai amélioré encore récemment parce que les données archéologiques progressent et donc j'ai tracé en échelle logarithmique l'évolution de la population humaine dans le temps. Donc les échelles logarithmiques permettent de mieux voir la dilatation et les effets de palier là qui sont intéressants. Sinon, vous voyez une espèce d'exponentielle et vous ne voyez pas grand-chose. Donc on voit d'ailleurs que l'histoire de développement de l'humanité est marquée par des paliers qui sont liés à toutes sortes de choses, des effets climatiques, des guerres, la densité de population commence à augmenter, ça se structure, on se bat. Après il y a un effet Jésus que j'explique pas bien là. Et puis après une espèce de croissance extrêmement rapide. Pardon. Alors maintenant, côté énergie. Si on prend un homme du néolithique, sa consommation d'énergie, c'était au néolithique déjà un peu d'agriculture, donc il consommait déjà plus qu'un homme du paléolithique. Et puis après, l'homme industriel, en tout cas en moyenne sur la planète, se met à consommer beaucoup plus. Donc on voit une accélération des consommations d'énergie qui est encore beaucoup plus forte que la croissance de la population, parce que les humains deviennent plus énergivores. Et puis, donc, en 2010, on est vous voyez à peu près aux 140 000 TWh dont je parlais tout à l'heure, et ça représente à peu près un 8 millième de ce que le Soleil envoie sur la surface de la Terre. Donc on est à un 8 millième. Si chaque humain qui vivra peut-être à la fin de ce siècle, et qu'on ait 10 milliards d'habitants, consomme ce qu'un Nord-Américain consomme, c'est-à-dire beaucoup, eh bien on serait à 1 millième de l'énergie solaire reçue. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, que c'est bien de consommer 1 millième de l'énergie solaire, c'est sans jugement de valeur. Les besoins métaboliques d'un humain, c'est à peu près 2,5 kWh par jour. J'ai transformé les kilocalories, en gros, il faut 2,2 à 2,5, 2,7 kilocalories par individu par jour, en fonction de son activité physique, de sa corpulence, etc. Les autres activités énergétiques, celles pour vous déplacer, pour cuisiner, pour vous distraire, etc., en moyenne mondiale, c'est 60 kWh par jour. Un Africain, lui, en moyenne, il est à 14 kWh. Et un Nord-Américain des États-Unis, il est à 270 et un Français à 140. Voilà, ça vous donne quelques chiffres ramenés à l'énergie métabolique. Alors, certaines personnes qui font des conférences comme moi sur l'énergie s'amusent à ramener ça en esclave énergétique. Donc, sachant qu'un humain consomme 2,5 kWh, si vous consommez 250 kWh, vous avez 100 esclaves énergétiques à votre service. Alors, on va parler maintenant de ressources, et je fais une différence entre ressources et réserves. Alors ça, c'est quelque chose d'assez ambigu, c'est souvent confondu. Les réserves, c'est ce qu'on considère vraiment accessible
économiquement accessible. Bon, il y a pas mal de définitions, c'est un peu plus compliqué que ça. Et les ressources, c'est ce qui est existant, mais pas forcément accessible. Et volontairement, par rapport aux ressources non renouvelables, j'ai pris les ressources pour gonfler encore, pour aller le plus loin possible dans ce qui existe. Et pour relativiser encore plus leur importance par rapport aux renouvelables. Donc pour les combustibles fossiles, on est entre 2000 et 5000 gigatep, hein, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, avec surtout du charbon en ressources. Donc on en a encore beaucoup. Souvenez-vous qu'on consomme à peu près annuellement 12 gigatep. Allez, on va arrondir à 10. Si on a 5000 gigatep en réserve, en ressources, par rapport à 10, ça fait 500 ans. Donc, pas de souci, hein, on a 500 ans devant nous. Et l'uranium fissile, là je suis allé très loin, hein, je prends les chiffres des ultra-pronucléaires, c'est 150 gigatep. Les chiffres officiels de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est moins de 50 gigatep. Donc vous voyez que l'uranium fissile, avec les technologies actuelles, parce qu'il y a des technologies futuristes ultra dangereuses, mais qu'on met de temps en temps en avant quand on commence à dire « mais attention, il n'y a pas beaucoup d'uranium ». Ah oui, mais on a cette solution-là. Bon, ça, pour moi, ça fait partie des chimères technoscientistes. Donc 150 gigatep, vous voyez, c'est pas grand-chose. On n'a vraiment pas beaucoup de ressources fissiles. Donc, et puis avant 2100, puisque c'est la question qui se pose souvent, j'en sais rien, c'est pas le problème, en fait. Enfin, ce qui est sûr, c'est que les prix vont bien monter parce que c'est de plus en plus dur à extraire, hein, quand même. Hein. Ça coûte de plus en plus cher. Le pétrole qui jaillissait tout seul des puits, c'est de plus en plus rare. Hein. Donc voilà, hein, ce qui se passe pendant le XXe siècle. Et on vient de fêter les 50 ans du premier vol dans l'espace. C'est bien ça, hein, oui, c'est 50. Et en fait, je pense que cette conquête spatiale, le fait qu'on se soit projeté dans l'espace par cosmonautes interposés, eh bien, nous a ouvert les yeux sur l'aspect, la finitude de cette petite planète. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a marqué énormément, cette conquête spatiale. Hein. Moi, quand j'ai vu la Terre sur ces photos, là, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Et chaque année, on reçoit du Soleil 100 000 gigatep. Donc là, on se dit, quand on remonte aux 5 000 gigatep maximum de ressources fossiles, les ressources fossiles, c'est de l'énergie solaire fossilisée, puisque c'est de la biomasse, hein, qui était produite par l'énergie solaire, qui était fossilisée. Donc vous voyez à quel point on reçoit chaque année 100 000 gigatep du Soleil, et on en a fossilisé, pendant des centaines de millions d'années, seulement 5 000 gigatep au maximum. C'est extrêmement précieux. C'est quelque chose d'infime, en fait, qu'on est en train de puiser et de ressortir, et de mettre le carbone dans l'atmosphère. Voilà. Donc le problème des gaz à effet de serre est un problème majeur. Celui des radiations non naturelles du nucléaire, un autre sur lequel on ferme les yeux parce qu'on est focalisé sur les émissions de gaz à effet de serre, qui est un problème évidemment très grave. Je parle maintenant des renouvelables, donc notre petite planète. Alors j'ai mis comme référence, plutôt que de me traîner des grands chiffres, je vais tout normaliser par rapport aux 12 gigatep qu'on consomme aujourd'hui. Donc le Soleil, la Terre, en haute atmosphère, intercepte annuellement à peu près 12 000 fois la consommation humaine d'énergie annuelle, en un an. Il y en a 30% qui sont remis dans l'espace, donc qui n'atteigneront pas le sol. C'est pas grave, il en reste encore pas mal. Le noyau, lui, qui est très chaud, notamment parce qu'il est source également de réactions nucléaires, dissipe de la chaleur, et la croûte terrestre, qui est un assez bon isolant thermique, laisse s'échapper à peu près 2 fois la consommation humaine d'énergie annuellement. Et il y a des zones de fracture, des zones où il y a des volcans, où ça fuit un peu plus qu'ailleurs, et où on peut récupérer assez aisément de l'énergie géothermique, c'est comme ça qu'on l'appelle. 45% du rayonnement solaire initial des 12 000, donc ce qui représente encore 5 400 fois la consommation humaine d'énergie, il frappe le sol, les océans, et puis la température s'abaisse et il repart dans l'infrarouge, hein, pour équilibrer la température de la planète. Et la photosynthèse prélève là-dessus à peu près 7 fois la consommation humaine d'énergie. Et puis dans les cycles hydrologiques, donc qui vont faire le vent, la houle, etc., c'est à peu près 3000 fois la consommation humaine d'énergie.
Et puis la dernière source d'énergie renouvelable dont on peut disposer, c'est l'interaction gravitationnelle Terre-Lune-Soleil qui produit notamment les effets de marée. Et en Bretagne, l'estuaire de la Rance entre Saint-Malo et Dinard, eh bien, on a une des plus grandes usines du monde. C'était la plus grande jusqu'à il y a très peu de temps. On a été battu un tout petit peu par une usine coréenne qui vient d'être mise en service cette année. Alors, donc le potentiel des ressources renouvelables, je crois qu'on ne peut plus dire, on l'entend de moins en moins, mais on l'a entendu très longtemps que les renouvelables n'étaient pas à la hauteur, il n'y a pas la capacité à satisfaire nos besoins. Bon, je pense que ça, c'est une ineptie totale. Après, c'est comment on transforme. Hein. Alors, j'ai pris un exemple là que je critiquerai ensuite, mais avec 10% de rayonnement, de rendement de transformation globale pour faire de l'électricité, des carburants, de la chaleur, des choses, bref, que je vais pouvoir éventuellement transporter à distance pour les utiliser, eh bien, une fraction de la plupart des grands déserts de cette planète suffirait à satisfaire les besoins de 10 milliards d'humains qui consomment autant d'énergie qu'un Français. Alors ça, on a du mal à y croire. Donc le calcul est fait, vous le reprendrez à tête reposée, j'ai fini par le mettre parce que les gens n'y croyaient pas. Hein. Bon, donc voici à peu près les superficies nécessaires. Donc je prends 15% du Sahara, avec ça je satisfais, avec seulement 10% de rendement global, tous les besoins en énergie finale de la planète. Et puis dans le désert d'Arabie, dans le désert de Gobi, il me faut tout le désert de Gobi. C'est totalement stupide de faire ça. Hein. Il ne faut absolument pas, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue environnemental, concentrer la production entière du monde à un endroit. Hein. Mais c'est pour marquer les esprits. Hein. Voilà. Donc le problème majeur, notamment en ce qui concerne l'électricité, c'est l'intermittence du soleil. Donc les cycles diurnes, les passages nuageux, les cycles saisonniers, tout ça. Et voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que ce n'est pas possible, parce qu'il y a de l'intermittence. Moi, en tant que chercheur, je contribue modestement à essayer de résoudre ce problème de traitement d'intermittence, ce qui fait que je suis d'autant plus convaincu que c'est possible. Alors on focalise maintenant sur l'électricité, donc les 17% d'énergie finale au niveau mondial, il faut le relativiser. Alors comment on l'a fait, cette électricité? Bon, déjà, oui, ça part dans le mix d'énergie finale au niveau mondial, elle a doublé entre 1973 et 2008. Autrement dit, la proportion de l'électricité dans le camembert d'énergie finale, elle croît, et elle va croître encore. Mais il faut absolument que l'électricité qu'on produit, on la produise mieux, parce que vous avez vu qu'elle est faite avec un mauvais rendement, qu'elle consomme trop d'énergie primaire, surtout non renouvelable. Donc 81% de l'électricité mondiale est d'origine non renouvelable. C'est tout ce qui est là. Le nucléaire, c'est pas renouvelable, le fossile non plus. Et le reste, eh ben, c'est de l'hydraulique surtout. Hein. Voilà. Et puis le fossile, c'est surtout du charbon, du gaz et un peu moins de pétrole. Alors si je focalise maintenant sur la part des renouvelables, donc 81% de non renouvelables, 19% à peu près de renouvelables. Donc moi, ce que je veux montrer avec ce diapo, c'est que ça vaut la peine, contrairement encore à un message ambiant, de maintenir un effort qu'on est en train de faire aujourd'hui, que ça va peser. C'est-à-dire que le peu de renouvelables aujourd'hui va représenter une part extrêmement importante à l'avenir. Alors j'ai fait des chiffres, j'ai appliqué des taux de croissance hypothétiques, hein, c'est des purs calculs, mais je pense que ça sera mieux que ce que je vais vous raconter encore. Je préfère être pessimiste en la matière. Donc j'ai regardé les taux de croissance moyens sur les 10 ans passés. Donc c'est 29% en éolien et 36% en solaire. Voici donc aujourd'hui les 19% d'énergie électrique au niveau mondial, comment ils sont produits. Donc surtout de l'hydraulique. 80% des 3800 TWh mondiaux sont faits avec de l'hydraulique. Alors le reste. Donc la géothermie peut encore un peu progresser, l'hydraulique aussi au niveau mondial peut encore progresser, mais je vais regarder l'éolien, hein, qui est celui qui se développe le plus facilement. Le taux de croissance que j'applique, je le fais baisser. Hein, je passe de 29% à 20% par an, pendant 10 ans. Et puis seulement à 10% de taux de croissance par an pendant les 10 années suivantes, ce qui m'amène à 2030. Et là, j'arrive
à 4300 TWh en 2030. Je suis persuadé que ça sera plus que ça. Donc, c'est-à-dire plus que l'énergie, la totalité de l'énergie d'origine renouvelable aujourd'hui. Et puis, j'applique seulement 30% au solaire, pas seulement photovoltaïque. D'ailleurs, on va voir qu'il y a d'autres technologies solaires. Et puis seulement, j'enlève 10 points, donc 20% pendant les 10 années suivantes. Et j'arrive à 1800 TWh, ce qui est déjà moins, mais bon. Et donc, finalement, en 2030, je peux avoir déjà plus de 10 000 TWh d'énergie d'origine renouvelable. On les aura en 2030, quoi qu'il arrive. Que la France se poursuive dans sa voie ou pas, ça ne changera rien, ça sera plus de 10 000 TWh, c'est-à-dire plus de la moitié de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors bien sûr, les besoins mondiaux auront augmenté, la proportion, ça ne sera pas 50%, mais ça sera peut-être 40%. Et en 2050, le 100% est techniquement, politiquement c'est autre chose, mais techniquement parfaitement possible. Alors comment on peut produire une électricité renouvelable? Alors je ne vais pas vous parler de ce que vous entendez le plus, peut-être le photovoltaïque, je vais parler un tout petit peu d'éolien, quand même pour parler d'éolien offshore, et puis comme mon temps est limité, j'ai choisi de parler du solaire thermodynamique, et puis après de la résolution des problèmes d'intermittence. Donc l'éolien d'abord, donc un taux de croissance extrêmement rapide, on a vu, 29% en moyenne pendant les 10 années passées, donc vous avez une courbe ici où vous voyez que c'est surtout l'Europe qui investit en éolien. Maintenant, l'Amérique du Nord s'y met aussi. Après elle était la première, l'Amérique du Nord. Et puis l'Asie. La Chine est, depuis 2 ans, le premier producteur d'éoliennes au monde. Et le premier installateur aussi. Donc, 200 gigawatts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Alors, il faut savoir que si vous installez la capacité de production d'1 watt, en zone terrestre, ça produit l'équivalent d'à peu près 2000 heures par an, à pleine puissance. Ça ne veut pas dire que l'éolienne marche 2000 heures, mais ça veut dire que tout se passe comme si elle fonctionnait pendant 2000 heures avec la pleine puissance. Donc elle fait 2 kWh. Ce watt fait 2 kWh. Si c'est 1 mégawatt, ça sera 2 millions de kWh produits. Et en offshore, les vents sont plus intenses. On va dire que c'est entre 3 et 4 000 heures par an. Donc les 200 gigawatts installés, en un an, ils produiraient 500 TWh à peu près. J'emploie le conditionnel parce qu'à la fin de l'année 2010, j'avais 200 gigawatts installés, mais ils n'ont pas produit ces 200 gigawatts pendant toute l'année 2010, puisqu'il y en a qui ont été installés le 31 décembre. Et si je prends 200 gigawatts nucléaires, comme le nucléaire, on peut le faire fonctionner en base, on va dire à peu près 7-8 000 heures par an, en moyenne mondiale c'est à peu près 7 000 heures par an, je produirais 1400 TWh. Donc il faut avoir l'honnêteté de dire qu'un watt éolien, en capacité de production, n'est pas équivalent à un watt nucléaire. En gros, vous voyez, il faut presque un facteur 3 entre les deux. Donc il faut installer 3 fois plus de watts éoliens pour faire la même énergie qu'un watt nucléaire. Alors le potentiel le plus fort, il est en offshore. Mais ça coûte très cher l'offshore. Donc aujourd'hui, on développe surtout en terrestre parce qu'on a quand même de la place. L'éolien n'occupe pas tant de place que ça. Surtout que les espaces restent parfaitement occupables. Les vaches peuvent continuer à manger autour des éoliennes, ça ne pose pas de problème. Donc vous voyez que l'éolien offshore, ça date quand même de 1991, puisqu'on va fêter les 20 ans cette année de la première ferme offshore. Et c'est le Danemark qui était le précurseur. Une autre grande ferme emblématique, c'est Horns Rev, 160 MW en 2002. Et les Anglais sont aujourd'hui les premiers installateurs d'éolien offshore avec une ferme de 300 MW installée en 2010. Et la France vient enfin de rentrer dans le jeu de l'offshore en se disant qu'il y avait peut-être une opportunité industrielle. J'ai peur même qu'on l'ait déjà ratée, quoi. Mais bon, on a raté celle du terrestre. Ça serait quand même dommage de rater celle-là. Parce qu'on a vraiment toutes les compétences. Et puis encore un petit dessin pour mettre des petits carrés, comme ceux du Sahara tout à l'heure. Donc là, c'est le lobby Siemens. C'est un électricien qui vend des éoliennes, qui vend des câbles de transport d'énergie, etc. Et qui nous montre qu'avec ces 8 petits carrés-là, placés dans nos mers, eh bien, on pourrait produire la totalité de la consommation européenne d'électricité actuelle. Ce qui serait assez stupide aussi de tout faire en offshore et en éolien. Mais c'est encore une façon imagée de montrer le potentiel. Alors une technologie extrêmement intéressante, donc je l'ai choisie parce que celle-là contribue à résoudre le problème de l'intermittence. C'est la technologie du solaire thermodynamique à concentration. Donc l'idée, c'est d'utiliser des miroirs, de focaliser le rayonnement solaire vers un fluide caloporteur qu'on va chauffer à haute température. On va faire de la vapeur avec ce fluide haute température et on va la turbiner, cette vapeur, comme on le fait dans les 81% de production d'électricité dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est une centrale espagnole qui est mise en service cette année,
c'est pas la première, hein, il y en a déjà pas mal d'autres, hein, puis c'est en très très fort développement, on n'en parle pas beaucoup, c'est bien dommage, parce que le gros intérêt, c'est que quand on fait, par ce principe-là, on peut stocker de la chaleur assez facilement, beaucoup plus facilement que l'électricité. Donc stocker la chaleur, ça se fait à moindre coût, et ici on a stocké de la chaleur, suffisamment de chaleur, pour passer les alternances jour-nuit, et même saisonnières, et arriver à produire 110 gigawattheures par an pour 17 mégawatts, ce qui représente plus de 6000 heures par an de production. Donc ça veut dire que là, avec un soleil qui n'existe pourtant que dans cette zone-là, à peu près l'équivalent de 2000 heures par an à pleine puissance, bah vous passez à 6000 heures de production annuelle, même 6500. Alors voici ici la centrale en construction avec les 2 réservoirs qui permettent de stocker l'équivalent de 285 mégawattheures de capacité électrique de stockage. En fait, comme le rendement thermodynamique des turbines n'est pas bon, c'est 700 mégawattheures thermiques de chaleur qu'il faut stocker pour arriver à faire tout ça. Donc on a 6500 heures par an, ce qui fait aussi en facteur de charge, les électriciens aiment bien parler en facteur de charge, 75%. Autrement dit, c'est l'équivalent de la production de base qu'on a avec du charbon ou presque pratiquement du nucléaire. C'est une histoire d'optimisation technico-économique, hein. On aurait pu stocker 8000 heures par an. Bon, 6500, c'était un bon compromis. Alors comment est-ce qu'on peut vraiment faire 100% de renouvelables? Alors le potentiel, j'espère vous avoir convaincu, il est là. Et je pense que les renouvelables, quoi qu'on en dise, on arrive toujours à trouver des impacts environnementaux. Et évidemment, il y en a toujours, mais ils sont sans commune mesure avec les impacts environnementaux des non renouvelables. Je trouve hallucinant parfois qu'on s'acharne sur une éolienne qui a un temps de retour sur investissement énergétique de 6 mois ou même de 3 mois dans certains endroits. Hein, c'est le temps qu'il faut pour qu'elle rembourse sa dette de fabrication, ou du photovoltaïque aussi, qui est les temps de retour sur investissement énergétique du photovoltaïque, c'est entre 6 mois pour certaines technologies couches minces et dans des zones bien ensoleillées, à 5 ans pour les technologies les moins performantes. Voilà aujourd'hui les temps de retour sur investissement énergétique, hein, c'est-à-dire l'énergie, le remboursement de la dette énergétique de ce système. Et après, il fonctionne gratuitement. Ça, c'est un volet des impacts environnementaux, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Alors, à tel point, les ressources sont tellement abondantes qu'on pourrait satisfaire d'autres besoins, et notamment ceux des transports. Donc, l'électromobilité, on entend pas mal. Je pense qu'elle n'a de sens, cette électromobilité, que si on produit l'électricité proprement. Sinon, franchement, les éco-bilans ne sont vraiment pas mirobolants. Donc voici une photo d'un parking solaire à l'INES à Chambéry, l'Institut national d'énergie solaire, où il y a des vélos électriques et des voitures qui sont rechargées par des toits solaires. Donc il y a suffisamment, tout est là. Il n'y a pas besoin de faire du technoscientisme. Les technologies existent, il reste du travail pour réduire les coûts, améliorer les impacts environnementaux, gérer l'intermittence, mais tout est là. Il n'y a pas besoin d'attendre une hypothétique fusion nucléaire ou une maîtrise de je ne sais quelle technologie qui n'existe pas, ou d'aller satelliser dans l'espace des immenses centrales photovoltaïques. Tout ça, ce n'est pas nécessaire. Alors le problème majeur, c'est celui-là, c'est la variabilité de la production associée aux ressources les plus largement disponibles, hein, puisqu'il y a des ressources renouvelables, la géothermie, l'hydraulique, qui sont moins variables et donc qui posent moins de problèmes de traitement d'intermittence. Mais les massivement disponibles, vous avez compris, c'est le soleil et le vent, et là, ça n'arrête pas de changer. Alors comment on fait? Première chose, on n'y coupera pas, c'est augmenter les capacités de stockage. Alors moi, j'en ai assez d'entendre toute la journée que l'électricité ne se stocke pas. Je pense que parmi vous, il y en a sûrement qui l'ont raconté dans leur cours. Bon, faut plus dire ça, quoi. C'est complètement faux, quoi. En fait, l'électricité se stocke par toutes sortes de moyens, et par contre, c'est cher. Enfin, ça a un coût. Voilà. Donc ça fait des surcoûts. Et l'électricité est déjà largement stockée dans les réseaux par un moyen indirect qui est le stockage hydraulique gravitaire. C'est des centrales de pompage-turbinage. Ça se fait en montagne aujourd'hui, ça se fera dans d'autres, avec des réservoirs souterrains dans le futur. Donc l'idée, c'est de transférer de l'eau entre un réservoir haut et un réservoir bas. Ça marche très bien. C'est utilisé massivement dans le monde. Donc ça existe tous les jours, ça marche tous les jours. Et on peut en développer encore. Et notre système électronucléaire, pour qu'il puisse marcher, eh bien, on a construit des centrales de pompage-turbinage. Parce que lui, ce qu'il lui faut, le nucléaire, c'est marcher de façon constante. Donc c'est le contraire de l'intermittence. Mais ça ne suffit pas non plus. Le constant, ça ne nous va pas parce que notre consommation n'est pas constante. Donc l'électricité se stocke. Rentrez-vous ça dans la tête.
Alors ensuite, le deuxième degré de liberté, c'est piloter la consommation. Alors on le fait déjà dans le système de tarification hors creuse, que vous connaissez tous. On incite à consommer là au moment où l'énergie est la moins chère. Eh bien ça, on peut le généraliser. Et c'est ce que vont faire les compteurs dits intelligents, qui sont également sujets de polémique aujourd'hui. Et là c'est un degré de liberté extrêmement important. En exploitant pleinement les prévisions météorologiques. Alors ça, on le fait de mieux en mieux. Il faut savoir que l'insertion de la production éolienne et solaire se fait maintenant pour planifier les autres moyens de production en prévoyant, et on prévoit de plus en plus précisément, et en introduisant évidemment des incertitudes de prédiction pour bien faire. En utilisant également des combustibles renouvelables, puisqu'on peut en faire du méthane, toutes sortes de combustibles qui vont permettre d'avoir des stocks. En améliorant la complémentarité des sources, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité, dont je vais dire un mot. Le vent n'a pas lieu en même temps que le soleil. Au niveau géographique, on a des zones où il y a des décalages temporels intéressants. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que l'hydraulique peut jouer un rôle majeur là-dedans, l'hydraulique qui existe déjà. Et tout ça, c'est le réseau dit intelligent. Moi, je rajoute plus intelligent, le smart grid, dont vous entendez parler assez souvent, parce qu'il y a déjà beaucoup d'intelligence dans les réseaux. Faire fonctionner les réseaux aujourd'hui, ça nécessite d'y mettre beaucoup d'intelligence. Et puis, quelque chose qui nous intéresse en termes de développement durable, c'est la vulnérabilité. On s'est rendu extrêmement vulnérable par notre utilisation abusive de l'électricité. C'est-à-dire que réfléchissez à ce qui va marcher encore si vous avez une coupure majeure d'électricité. Plus rien. Vous ne pouvez même pas aller mettre du carburant dans votre voiture. Donc on est très sensible, très vulnérable à des pannes graves d'électricité dont l'origine peut être variée. Ça peut être tout simplement des conflits, la guerre. On a oublié que ça pouvait exister chez nous. Et donc un système comme ça, s'il est bien conçu, avec des moyens de stockage relativement décentralisés, de la production bien répartie, eh bien il peut siloter. C'est-à-dire qu'on peut se déconnecter du grand réseau, se séparer et travailler de façon autonome. Alors dire, mais pourquoi pas le faire tout le temps? Parce que la mutualisation est quelque chose de très profitable sur le plan économique. Donc cette solidarité énergétique par les réseaux est quelque chose de très intéressant sur le plan économique. Par contre, en situation d'urgence, on silote, on se sépare des autres et on travaille en régime dégradé. On ne dispose plus de moyens aussi efficaces qu'avant, mais on peut au moins alimenter l'essentiel. Alors, à quel coût? Ça va être un des grands débats de cette présidentielle. Le coût de l'énergie électrique. Et avec quelle matière première? Puisque là aussi, on nous raconte que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas y arriver, on n'aura pas assez d'acier pour faire toutes les éoliennes. C'est absolument n'importe quoi. Donc, moi, j'ai pris quelques chiffres. J'ai pas beaucoup de temps pour vous faire une vraie démonstration. Je disais à Michel, pour faire une démonstration, il me faut au moins 1h30. Donc, j'ai un peu plus de la moitié d'1h30. Donc, vous me pardonnerez, mais je pourrais trouver de mes conférences sur Internet qui sont plus détaillées, où je pourrais vous envoyer plus d'informations si ça vous intéresse. Donc là, sur l'éolien, j'ai pris le cas des matières premières pour l'éolien, qui est souvent très critiqué, avec la quantité d'acier. L'acier, c'est la matière la plus importante pour une éolienne. Il y a aussi du béton. Le béton nécessite surtout de l'énergie et plus que des matières rares. Donc il faut à peu près, pour faire 10 000 TWh éoliens, ce dont j'ai parlé, enfin, j'ai pas parlé de 10 000 TWh, mais si on voulait faire la moitié de la production d'énergie électrique actuelle en 40 ans avec de l'éolien, ce qui me semble quelque chose de possible et même de raisonnable. Mais il nous faudrait 650 millions de tonnes d'acier. Ça vous dit rien. Moi, ça a du mal aussi à me dire quelque chose, mais je commence à être habitué à manipuler un peu les réserves et les quantités de production d'acier ou d'autres choses. La production mondiale d'acier en 2006, c'était 1,8 milliard de tonnes. Donc finalement, et les réserves mondiales, c'est 73 milliards de tonnes. Les réserves, pas les ressources. Donc là, j'ai pris quelque chose de pessimiste. Donc finalement, les 5000 gigawatts d'éolien, qui serait la capacité éolienne installée pour produire ces 10 000 TWh, consommeraient 0,9% des ressources, des réserves mondiales d'acier. Donc c'est moins que nos voitures. Alors, si c'est pour faire rouler en plus nos voitures, c'est motivant. Alors si les investissements maintenant en argent, donc pour fabriquer cette capacité éolienne, il faudrait dépenser 5 000 milliards d'euros. Ça ne vous dit rien non plus, j'imagine, ou en tout cas pas beaucoup. Le PIB mondial, c'est 60 000 milliards d'euros. Donc sur 40 ans, ça ferait un effort de 0,2% du PIB par an
Moi, je pense qu'il faudrait faire un effort de guerre, hein, pour employer une expression qu'on entend souvent sur ce thème-là. 0,2% du PIB, c'est pas vraiment un effort de guerre. Hein. Et puis en investissement solaire, ça coûte un peu plus cher, le solaire, ça coûte un peu plus cher et ça produit moins, mais le potentiel est beaucoup plus important et le potentiel de réduction des coûts est également extrêmement élevé. Donc si je dépensais à peu près la même chose en pourcent du PIB que l'éolien, je prends le problème autrement, ça me permettrait de produire 3000 TWh à l'horizon 2050. Alors juste pour rechiffrer des chiffres, en militaire, en dépenses militaires, on dépense plus de 1500 milliards de dollars. Alors les dollars et les euros. Ah non, j'ai tout mis en dollars. Non, j'ai mélangé les dollars et les euros. Bon, c'est pas bien malin, mais enfin bon, ça va fluctuer l'un par rapport à l'autre. De toute façon, c'est dans les incertitudes de mes analyses. Hein. Donc 2,4% du PIB consacré pour se faire la guerre, hein, en gros. Et puis le pétrole, rien que le pétrole, hein, je ne parle pas de la facture énergétique globale, eh bien, c'est 2700 gigadollars, donc milliards de dollars par an de dépenses pour le pétrole. Donc, bien sûr, ça fait marcher toute l'économie, hein, tout ça c'est réinjecté, mais ça montre un peu, ça relativise. Ça, c'est annuel, hein, alors que les autres, les chiffres, c'était du total sur la totalité de la durée des investissements. Alors, le cas de la France, hein, c'est bien de se ramener à la France. Alors, la France, en fait, on pourrait se dire, c'est un pays qui consomme beaucoup. Alors là, les ressources renouvelables, c'est pas la hauteur. Alors, bien sûr, là, c'est pas un rapport 8000. Mais si je prends que les surfaces terrestres, les superficies terrestres, j'écarte les océans, parce que la France a beaucoup de zones maritimes, hein, en terrestre, en fait, le soleil, la nature, nous donne à peu près 300 fois notre consommation annuelle d'énergie. Donc vous voyez, encore de la marge. Faut savoir que les superficies occupées, construites, bâties ou même couvertes par des toits, rien que ça, captent beaucoup plus d'énergie que ce dont on a besoin. Hein. Alors, on a déjà entre 70 et 80 TWh fournis par de l'hydraulique actuellement, avec une puissance crête de 23 gigawatts et des poussières. Il nous reste 380 TWh à trouver. Alors on pourrait me dire, oh là là, mais on va continuer à croître nos consommations. Oui, il y a des scénarios, malheureusement, qui prévoient encore de faire croître la consommation d'électricité. Franchement, je pense qu'on peut... en tout cas, c'est un problème économique. Je pense que c'est plus économique d'économiser l'énergie en se serrant la ceinture, hein, en adoptant des pratiques et des technologies plus sobres, plutôt que de construire des systèmes pour en produire. Mais bon, ça c'est des choix qu'on doit faire tous ensemble, il faut en discuter. Est-ce qu'on préfère dépenser de l'argent pour en consommer plus ou économiser pour en produire moins? C'est à peu près ça. Donc si je fais avec 70% d'éolien, c'est ce qui me semble plus raisonnable en termes d'optimum de coût, avec de l'offshore et de l'onshore, j'arrive à ces proportions-là. Donc voilà, je vous laisse lire tous les chiffres, hein. Bon, je ne vais pas tout détaillé. Donc il faudrait dépenser 570 milliards d'euros avec des capacités de stockage supplémentaires. Hein. En 40 ans, ça voudrait dire qu'on ferait 0,8% du PIB. Alors on peut essayer de comparer ça avec le nucléaire. Le problème, c'est que les investissements nucléaires, donc 6,3 centimes d'euros, c'est cher, puisqu'on estime aujourd'hui que le nucléaire, son prix de revient à peu près de, on va dire, 4 centimes d'euros. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de revient du nucléaire, et là personne ne le conteste, hein, pro ou anti-nucléaire, elle l'accepte, c'est des coûts de fonctionnement. Les investissements sont amortis. Et c'est vous, vos parents, vos grands-parents qui les ont payés, les investissements. Hein. Et donc on est dans une économie qui est un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous construisez des centrales nucléaires pour assurer l'électricité de demain, ça ne vous coûtera pas 40 centimes d'euros, si vous comptez, enfin 4 centimes d'euros. Ça vous coûtera beaucoup plus que ça. Et donc je me refuse à faire la comparaison ici sur mon diaporama avec le nucléaire, parce qu'on ne tient pas compte des coûts de démantèlement. Là, ils sont intégrés. Hein, quand vous faites une éolienne, vous provisionnez pour du démantèlement. Le coût de démantèlement, en gros, ceux qui l'ont vraiment chiffré, et encore personne n'a vraiment démantelé, ça fait doubler le prix. Et je ne parle pas des coûts des déchets, etc. Je parle des déchets de l'extraction jusqu'à la fission. Hein. Donc si vous y ajoutez un peu de modification des usages et un peu d'économie d'énergie pour faire un coût global pour la collectivité plus faible, moi je trouve que c'est parfaitement acceptable. Et puis tout ça, bien sûr, génère une économie locale. Je reviens également sur l'indépendance énergétique. Ça, c'est de l'indépendance énergétique. Nous raconter qu'on est indépendant énergétiquement grâce au nucléaire, c'est un mensonge ignoble. L'uranium ne vient pas de France. L'uranium qu'on utilise, il vient de l'étranger, notamment du Niger. Tiens, comme par hasard, il y a des conflits au Niger. Hein. Alors je conclus.
Alors, vous êtes d'accord, on ne manque pas d'énergie. Par contre, il faut se libérer de nos addictions à l'énergie et surtout aux ressources faciles, c'est mon petit jeu de mots, donc facile, c'est fossile, fissile, et polluantes. Alors, pour éviter ça, où ça, je vous laisse lire, j'espère que vous avez une bonne vue, c'est l'autruche nucléaire. Et ce que j'appelle l'équation du développement durable, au moins en matière énergétique, c'est un mélange de sobriété, de renouvelable, de recyclage, c'est-à-dire que toutes ces matières premières qu'on extrait, il faut qu'on arrête d'extraire, de gratter toute la planète. Les impacts environnementaux de l'extraction minière sont très élevés, pour rentrer vraiment dans une civilisation durable. Et puis je voudrais terminer par cette citation d'Hermann Scheer, qui nous a quittés fin 2010, qui est le parlementaire allemand, on va dire le principal, qui est à l'origine de la loi sur les énergies renouvelables allemande, qui est vraiment le déclencheur de ce qui va se passer, à mon avis, en Europe et dans le reste du monde. Et donc il a reçu le prix Nobel alternatif en décembre de 1999 et il a écrit cette très belle phrase. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors pour ceux qui se seraient sentis un petit peu frustrés de ne pas avoir pu lire la citation d'Hermann Scheer que Bernard Moulton a mis sur son diaporama, eh bien cette citation c'est les énergies renouvelables sont inépuisables, elles ne détruisent pas l'environnement, elles sont disponibles partout, leur utilisation facilite la solidarité avec les générations futures, elles assurent